étymologiquement, la propagande, c'est le fait, entre guillemets, d'évangéliser les campagnes, c'est d'imposer une vision des choses au plus de monde possible. Ça date du XVIe siècle, ça vient de propagare, donc c'est le fait de propager la foi. Propager la foi qui, par définition, est la seule et unique bonne foi dans l'idée des théologiens de l'époque. Ensuite, ça a évolué pour ne plus être assimilé à la foi chrétienne, puisqu'on parle d'un mot qui s'est développé en Europe occidentale. Au XIXe siècle, c'est un mot qui s'est accolé plus à des opinions politiques, donc, et qui a été revendiqué, puisqu'on parle alors de propagande libérale, de propagande socialiste. Et même encore au début du XXe siècle, la plupart des mouvements politiques revendiquent ce mot et utilisent le mot propagande, comme on dirait aujourd'hui la communication. C'est-à-dire que la propagande, c'est vraiment porter la bonne parole, puisqu'on considère que c'est une bonne parole. Et aujourd'hui, le mot est devenu péjoratif du fait que la propagande a été très fort utilisée par les idéologies totalitaires, dont on connaît évidemment les limites, c'est le moins qu'on puisse dire. Le principe du discours dominant, c'est un principe qu'on peut discuter, c'est-à-dire qu'en général, on a tendance, quel que soit d'ailleurs le sujet, à qualifier de discours dominant le discours qu'on ne partage pas soi-même. Par exemple, si on prend un sujet bien clivant qui est le point de vue sur les vaccins anti-Covid, si on part de l'idée que, même s'il y a des majorités et des minorités, mais que c'est du 50-50, les pros et les anti-vaccins, eh bien, les fers de lance les plus radicaux de chaque camp auront tendance à dire que le camp adverse est fait de moutons qui se laissent emmener par une propagande qui les prend pour des imbéciles. Et ce qui est étonnant, c'est de constater que quel que soit le point de vue qu'on a, on emploie les mêmes mots pour critiquer le camp adverse. Avec notamment le triomphe des chaînes d'infos en continu, on a tendance, pour nourrir le débat, à inviter des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, puisque si tout le monde est d'accord, seulement il n'y a pas de débat. Donc, on a tendance à inviter soit des polémistes ou des gens qui, par principe, ne seront pas du tout d'accord, à les mettre au même niveau qu'éventuellement un scientifique qui aurait étudié le sujet pendant des années, ce qui crée ce sentiment parfois un peu artificiel de société clivée, puisqu'on est obligé d'inviter des gens qui ne sont pas d'accord pour créer un petit peu le spectacle. En fait, la question de savoir si on a raison ou tort, ou si c'est un point de vue contre un autre. Et donc, une fois qu'on dit que l'autre est victime de propagande, on lui reproche d'avoir tort et de croire des gens qui mentent. Et donc, le débat est terminé, puisque, en principe, le débat consiste en un échange d'arguments. Et donc, si on part de l'idée que l'autre est soit le porte-voix de la propagande ou qu'il est victime d'une propagande, il n'y a plus de débat, c'est une espèce de léthargie, de sclérose de l'échange, et ça donne ce que donne souvent le débat aujourd'hui, c'est-à-dire des échanges de noms d'oiseaux, des procès d'intention, parfois même des insultes, et pas une écoute de l'autre en vue éventuellement de changer d'avis. Le débat constructif pourrait consister à admettre certains arguments qui ne vont pas dans son propre sens, mais tout le système est ainsi fait qu'on n'est pas poussé à le faire, puisqu'il est prouvé, pour des raisons psychologiques, que, en tout cas dans un monde de communication comme le nôtre, lâcher du lest, c'est faire preuve de faiblesse. Donc ça veut dire que les opinions qu'on a, elles sont friables, sont flexibles, sont malléables, et donc elles ne sont pas si fortes, et que donc finalement, si vous reculez sur un point, vous pouvez reculer sur tous les autres. Tandis que si vous avez l'air radical, convaincu, persuadé par ce que vous dites, et que vous lâchez rien, et que vous êtes offensif, intuitivement, vous aurez tendance à plus inspirer confiance si on vous écoute d'une oreille. C'est injuste, mais c'est un fait que le développement de la nuance n'est pas toujours récompensé. Un vrai débat politique devrait d'abord éviter les généralités, ce qui est impossible, puisque si on évite les généralités, on rentre dans des sujets très précis, auxquels en général la plupart des auditeurs ou des téléspectateurs n'entendent rien. Comme on est dans une société de communication, forcément, toutes les méthodes de persuasion des esprits sont bonnes. Quelque part, c'est le cocktail difficile entre le pouvoir et les moyens symboliques d'assurer sa domination. Tout le monde essaye de nous convaincre de quelque chose, quoi. Et donc, c'est un peu les règles du jeu, et quelque part, on en a conscience. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, comme on dit, où on sait
par exemple, pour ça qu'il y a tellement de méfiance vis-à-vis des discours politiques, c'est-à-dire qu'on sait que la personne qui s'exprime veut nous convaincre. Donc on est sur un peu sur les gardes, on est sur notre défensive, on est sur la défensive, parce que si quelqu'un veut absolument convaincre de quelque chose, en général, avec le développement de l'esprit critique, on a tendance à se braquer. Mais, j'allais dire, c'est évidemment contestable, mais en même temps de bonne guerre, que si vous avez le pouvoir médiatique ou financier de tout faire pour imposer votre vision des choses, que vous allez en profiter. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment des contre-pouvoirs, des médias moins mainstream et qui font plus attention et qui eux-mêmes, par ailleurs, peuvent utiliser aussi quelques ficelles au nom du principe qu'ils veulent promouvoir.